CSP. On va faire un topo d'abord, donc place de l'hépatologue, place du radiologue, et on regroupera la discussion ensuite. Donc je n'ai pas de lien d'intérêt pour cette présentation. Donc les objectifs pédagogiques étaient les suivants. Connaître les indications actuelles de la ponction biopsie hépatique dans le diagnostic et le suivi de la cholangie sclérosante primitive, qu'on appellera CSP. Connaître les indications actuelles de la coloscopie à la recherche d'une MICI en cas de CSP. Connaître les indications et les modalités du traitement médicamenteux actuel de la CSP. Donc, comme introduction, quelques notions générales sur cette maladie, la cholangie sclérosante primitive. Donc, il s'agit d'une maladie rare. On estime qu'elle affecte à peu près un habitant sur 10 000. Elle se caractérise par des lésions fibro-inflammatoires des voies biliaires qui vont avoir comme conséquence des sténoses de l'arbre biliaire. Elle a un terrain tout particulier puisqu'elle affecte plutôt le patient homme d'âge jeune, un âge médian 40 ans, qui est souvent atteint d'une MICI. La cholangie sclérosante primitive risque d'évoluer vers la cirrhose, mais elle a aussi un risque très important de cholangiocarcinome qui est indépendant de la cirrhose. Donc on va partir d'un cas clinique. Il s'agit d'un patient de 32 ans qui n'a pas d'antécédents, il ne prend pas de médicaments. Il s'est plaint d'une asthénie et d'un prurite et ça a fait découvrir des anomalies du bilan hépatique. Voici les résultats du bilan hépatique. ASAT 2 fois la normale, ALAT 1,8 fois la normale, gamma GT 5 fois la normale, phosphatase alcaline 8 fois la normale, bilirubine totale à 15 micromoles par litre, donc normal. Et il a réalisé 2 bilans hépatiques à 6 mois d'intervalle qui étaient similaires. À l'examen clinique, vous ne trouvez rien de spécial, pas d'ictère, pas de signe d'hépatopathie. Il a réalisé une échographie hépatique qui était normale, il n'y avait pas de dilatation des voies biliaires. Il a complété son bilan biologique avec une électrophorèse des protéines qui était tout à fait normale, dosage des gamma-globulines 13 grammes par litre, des IgG 9 grammes par litre, tout cela est normal. Il a réalisé des sérologies virales, VHB, VHC, VIH qui étaient négatives. Les dosages d'auto-anticorps, anticorps anti-mitochondrie, anti-GP210, anti-SP100, tous négatifs. Anti-tissu, anti-muscle lisse, anti-nucléaire, anti-LKM1, anti-LC1, anti-SLA, tous négatifs. Et comme son bilan était très complet, il a aussi réalisé des anticorps anti-transglutaminase qui étaient négatifs. Donc à ce moment-là, à la lumière de tous ces résultats, parmi les examens suivants, lequel est indiqué à ce stade? La ponction biopsie hépatique, réponse 1, la bilirm, réponse 2, la CPRE, réponse 3, la recherche de mutation des transporteurs biliaires, notamment le MDR3, réponse 4. J'ai essayé de vous laisser un petit peu de temps pour répondre, même si je sais que ça va être une question facile. Donc vous avez répondu majoritairement l'IA bilirm. C'était la bonne réponse et certains d'entre vous ont parlé de la ponction biopsie hépatique, donc on va en discuter. Donc quelle est la démarche diagnostique à faire devant une cholestase? Donc ce sont les guidelines proposés par l'ESL en 2017. Devant une cholestase, donc qui se définit par une augmentation de la phosphatase alcaline et de la gamma-GT, qu'elle soit associée ou non à un ictère, il faut d'abord commencer par l'examen clinique, en interrogeant le patient notamment sur les toxiques, donc tous les médicaments qu'il a pris récemment, mais aussi un peu plus antérieurement dans les 6 derniers mois. Il faut parler des médicaments, mais aussi bien sûr de ce que prend le patient sans ordonnance, c'est-à-dire tous les compléments alimentaires, les phytothérapies qui peuvent aussi avoir une toxicité, une hépatite médicamenteuse cholestatique. Il faut bien sûr poser les questions sur les antécédents médicaux, chirurgicaux, lui demander s'il a des signes fonctionnels en faveur d'une maladie chronique du foie, une asthénie, un prurite, donc comme c'était le cas chez notre patient, et rechercher des signes extra-hépatiques qui vont pouvoir nous orienter vers un contexte particulier. Les premiers examens biologiques à faire sont bien sûr les sérologies virales pour éliminer une hépatite virale, donc B, C et VIH. Le premier examen ensuite à faire devant une cholestase, c'est une échographie hépatique à la recherche d'une dilatation des voies biliaires. Et en fonction de la présence d'une dilatation des voies biliaires, ça va séparer la situation en 2 cadres bien distincts. Soit on a une dilatation des voies biliaires, ce qui est en faveur d'un obstacle, et dans ce cas-là, on aura une cholestase extra-hépatique. Soit on aura l'absence de dilatation des voies biliaires, et dans ce cas-là, on a une cholestase intrahépatique qui est définie par la diminution du flux biliaire de cause hépatocytaire ou cholangiocytaire. Donc pour notre patient, on se retrouvait dans ce cas de cholestase intrahépatique.
Donc, comment on se débrouille quand on a une cholestase intrahépatique? Eh bien, le premier examen réalisé, c'est la recherche des anticorps antimitochondries de type 2, les AMA, puisqu'ils vont rechercher une CBP, qui est la première cause de cholestase intrahépatique. Si ces anticorps sont négatifs, on fera les autres anticorps spécifiques de la CBP, que sont les anti-SP100 et les anti-GP210. S'ils reviennent positifs, on peut conclure au diagnostic de CBP. Si cette deuxième fournée d'auto-anticorps spécifiques de CBP est négative, c'est là qu'on va faire la bile-IRM à la recherche de signes de CSP ou bien de cholangite secondaire. On va revenir ensuite sur la cholangite secondaire. Et si la bile-IRM est normale, c'est à ce moment-là qu'on va réaliser la biopsie hépatique. Donc on commence par la bile-IRM qui est un examen non invasif. Si la bile-IRM ne permet pas de poser de diagnostic, c'est là où on va à la biopsie hépatique à la recherche d'un diagnostic. Soit sur la biopsie, on va retrouver une CBP alors qu'il n'y avait pas les anticorps, ce sera une CBP séronégative. Soit on va retrouver une CSP mais qu'il ne se voyait pas à la bile-IRM parce que c'est une CSP des petits canaux. Ou bien on va tomber sur un diagnostic différentiel de type maladie vasculaire du foie, granulomatose ou autre maladie plus rare. Et si la biopsie hépatique ne permet pas de répondre au diagnostic, c'est là où on va rechercher les mutations des transporteurs biliaires à la recherche d'une maladie cholestatique d'origine génétique. Donc vous voyez que la recherche de mutation des transporteurs biliaires dans la démarche diagnostique de la cholestase intrahépatique, elle intervient tout à la fin. Donc notre patient, on lui a réalisé la bile-IRM, on a suivi les recommandations de la démarche de la cholestase, et cette bile-IRM, elle va retrouver des sténoses étagées des voies biliaires intra-extra-hépatiques, comme vous pouvez le voir sur les flèches. Et cette bile-IRM, elle nécessite l'interprétation d'un radiologue expert. On va bien sûr en reparler ensuite en détail. Donc chez ce patient, vous portez le diagnostic de cholangite sclérosante primitive. Est-ce que vous avez tous les éléments pour pouvoir poser le diagnostic avec certitude? Oui, parce que le diagnostic de CSP il repose sur la présence de 3 critères. La présence d'une cholestase chronique, qu'elle soit associée ou non à un ictère. Et chez ce patient, c'était chronique puisqu'il vous avait montré un bilan déjà qui est daté de 6 mois qui montrait déjà une cholestase. Un aspect radiologique typique sur la bile-IRM. Ce patient l'avait également, et l'absence d'argument pour une cholangite sclérosante secondaire. Et avec ces 3-là, vous pouvez conclure au diagnostic de CSP. Qu'est-ce que c'est les cholangites sclérosantes secondaires? On a plein d'étiologies différentes. Un obstacle sur les voies biliaires, ça peut être une tumeur, des calculs, un obstacle post-traumatique, c'est-à-dire en général une chirurgie hépatobiliaire qui va faire une plaie des voies biliaires et aboutir à une cholangite sclérosante secondaire, ou bien plus rarement une biliopathie d'hypertension portale avec une compression extrinsèque des voies biliaires. On a aussi les étiologies inflammatoires avec la cholangite à IgG4, la cholangite à éosinophile. L'étiologie ischémique, donc dans ce cas-là, on aura vraiment un contexte particulier, le patient qui a fait un long séjour en réanimation, le patient qui a une thrombose de l'artère hépatique après une transplantation hépatique. L'étiologie infectieuse, donc ça c'est pareil, ça va être un terrain vraiment spécifique chez un patient immunodéprimé, VIH, qui a fait des parasitoses, ou bien plus rarement la cholangite pyogénique récidivante, qu'on appelle aussi la cholangite orientale. Donc tout ça, la recherche de cholangite sclérosante secondaire, ça va vraiment se baser sur l'examen clinique, l'interrogatoire de votre patient, son histoire, ses antécédents, l'examen clinique complet, la recherche de signes extra-hépatiques. Et sur le plan d'examen complémentaire, on fera systématiquement un dosage des IgG4 et une sérologie VIH. Il y a plusieurs formes cliniques spécifiques de la CSP. La première, c'est l'overlap syndrome, qu'on appelle aussi le syndrome de chevauchement, où il y a l'association d'une CSP et d'une hépatite auto-immune. Cette forme clinique particulière, elle touche 10% des patients qui ont une CSP. C'est une forme clinique très fréquente chez l'enfant et l'adulte jeune. Dans la littérature, on parle chez eux de la cholangite sclérosante auto-immune. Et pour en faire le diagnostic de cet overlap syndrome, il faut avoir les critères diagnostiques de la CSP qu'on a vu précédemment et poser le diagnostic d'hépatite auto-immune. Et pour poser le diagnostic d'hépatite auto-immune, là, l'histologie sera indispensable. Donc les critères en faveur d'une hépatite auto-immune seront l'élévation des transaminases à plus de 5 fois la normale, l'élévation des IgG à plus de 20 grammes par litre, la présence d'anticorps antitissus, c'est-à-dire les anticorps anti-muscles lisses, anti-actines, antinucléaires, et la présence vraiment indispensable d'une hépatite d'interface lymphocytaire modérée à sévère sur la biopsie.
L'autre forme clinique particulière de CSP, c'est la CSP small duct, ou CSP des petits canaux, qui touche également 10% des patients qui ont une CSP. Et dans ce cas-là, c'est une atteinte exclusive des petits canaux biliaires qui ne sont pas visibles sur la bile-IRM. C'est pour ça que la bile-IRM va être normale et qu'on aura aussi ici besoin absolument de la biopsie hépatique, car il s'agit d'un diagnostic histologique. Cette forme de CSP qui touche les petits canaux, elle aurait probablement un meilleur pronostic que la forme classique, car elle évolue moins souvent vers la cirrhose et elle a un risque diminué de cholangiocarcinome. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la biopsie hépatique d'un patient qui a une CSP quand on la réalise? Eh bien, on va rechercher la lésion typique de la CSP, qui est la cholangite fibreuse. Vous voyez que c'est des dépôts de fibrose concentriques autour des canaux biliaires. C'est un signe très spécifique, mais c'est peu sensible et il est retrouvé que dans 30% des biopsies qui sont réalisées chez les patients atteints de CSP, probablement du fait de l'atteinte segmentaire de cette maladie. Et la présence de ce signe vous dit qu'il y a une cholangite sclérosante, mais il ne distingue pas entre la cholangite sclérosante primitive et la cholangite sclérosante secondaire. Ça, c'est vraiment le contexte qui va pouvoir vous permettre de faire la différence entre les deux. Quand on réalise cette biopsie, on recherche donc d'autres signes en faveur d'une maladie des voies biliaires, des signes de cholangiopathie, c'est-à-dire l'atrophie, l'irrégularité des canaux biliaires ou bien une réaction ductulaire, c'est-à-dire l'augmentation du nombre des canaux biliaires. On recherchera aussi de façon systématique des signes d'hépatite auto-immune associés en faveur d'un overlap syndrome. Et puis quand on réalise la biopsie, on va toujours évaluer la fibrose hépatique puisqu'elle a un intérêt pronostique. Donc revenons à notre cas clinique. Maintenant que vous avez posé le diagnostic de CSP, comment vous allez évaluer la gravité de la maladie? Est-ce que vous réalisez les tests biologiques, la phosphatase alcaline, la bilirubine, le TP, facteur 5, albumine, plaquettes, et est-ce que vous vous basez sur ces tests biologiques pour évaluer le pronostic? Est-ce que vous réalisez la biopsie hépatique pour préciser le degré de fibrose, comme on a évoqué précédemment? Est-ce que vous faites l'élastométrie hépatique pour évaluer la fibrose? Ou bien est-ce que vous réalisez une CPRE pour rechercher une sténose dominante? Donc la majorité d'entre vous propose les tests biologiques et l'élastométrie. Bravo, c'est la bonne réponse. Donc les tests biologiques ont bien sûr un intérêt pronostique comme dans toutes les maladies chroniques du foie, mais l'élastométrie hépatique a été aussi démontrée comme valide au cours de la CSP pour mesurer le niveau de fibrose. Elle est corrélée de façon significative avec la fibrose histologique. Vous voyez les valeurs d'élastométrie hépatique qui augmentent significativement avec le stade de fibrose évalué par la biopsie. Et en plus de bien mesurer la fibrose, cette élastométrie, elle a vraiment une valeur pronostique. À gauche, vous avez la survie des malades qui étaient évalués selon leur chiffre initial d'élastométrie. La première courbe, là, c'est les patients qui avaient une élastométrie initiale à moins de 9,9 kPa par rapport à la survie des malades qui avaient une élastométrie initiale à plus de 9,9 kPa. Donc, vous voyez que les courbes sont significativement différentes. Et en plus de la valeur au départ, baseline, on a aussi une valeur pronostique de la progression de l'élastométrie au cours du temps. Sur la courbe de droite, vous avez la survie selon la progression de l'élastométrie. La première ligne ici, c'est les patients qui ont une progression de moins de 2 kPa par an versus les patients qui ont une progression de plus de 2,5 kPa par an. Et vous voyez, là, à nouveau, les deux courbes se séparent de façon importante. C'est pour cela que l'élastométrie, elle est indiquée au diagnostic de CSP pour pouvoir apprécier le pronostic des patients, mais aussi de façon annuelle au cours du suivi de nos malades. Alors, quand est-ce qu'on fait la biopsie? Alors, dans ce cas-là, si on a dit qu'on ne fait pas la biopsie pour apprécier la fibrose, eh bien, ni pour le diagnostic, on va faire la biopsie hépatique vraiment dans des contextes particuliers. Quand on suspecte un overlap syndrome, le syndrome de chevauchement avec l'hépatite auto-immune, donc en particulier quand on aura la présentation biologique suivante, une élévation des transaminases importante, c'est-à-dire à plus de 5 fois la normale, une élévation des gamma-globulines, une élévation des IgG, ou bien la présence d'anticorps anti-tissus. Tout ça, ça nous fera suspecter un syndrome de chevauchement et on ira jusqu'à la biopsie pour rechercher des signes d'hépatite d'interface. Si on a une cholangio-IRM normale, on ira à la biopsie pour regarder si c'est bien une CSP qui ne touche que les petits canaux ou si c'est un diagnostic différentiel. Et puis la troisième indication qui me paraît maintenant de plus en plus importante en pratique clinique en raison des nombreux essais thérapeutiques en cours, c'est qu'il y a des essais thérapeutiques qui nécessitent une biopsie avant le traitement et après le traitement pour évaluer la réponse au traitement, notamment en termes de fibrose hépatique. Alors chez ce patient, maintenant que vous avez posé le diagnostic de CSP, comment faut-il rechercher une MICI associée?
Réponse 1, vous faites une rectosigmoïdoscopie, puisque le plus souvent, il s'agit d'une rectocolite hémorragique. Réponse 2, vous faites une iléocoloscopie avec biopsie systématique, on ne sait jamais. Réponse 3, vous mesurez la calprotectine fécale, parce qu'il vaut mieux privilégier les tests non invasifs. Réponse 4, pas d'indication à rechercher une MICI, puisque le patient n'a pas de symptômes digestifs. Je vous laisse le temps de tous voter. Donc la majorité d'entre vous fait une iléocoloscopie avec biopsie systématique. C'était la réponse que j'avais aussi choisie. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer. Les patients qui ont une MICI associée à une CSP ont un phénotype particulier de cette MICI. Déjà, cette MICI, elle est très fréquente. Environ 70% des patients qui ont une CSP ont une MICI. Le plus souvent, il s'agit d'une rectocolite hémorragique, dans 2 tiers des cas. 1 tiers des cas, maladie de Crohn ou colite inclassée. Mais cette MICI, elle va avoir un phénotype particulier. Le plus souvent, il s'agit d'une pancolite, donc qui touche tout le côlon, mais qui a prédominance, qui a prédominance dans le côlon droit, avec une iléute de reflux. Et il va y avoir une épargne rectale. Donc si vous vous contentez d'une rectosigmoïdoscopie, vous ne la verrez pas. Mais aucun d'entre vous n'avait choisi cette réponse que vous connaissiez bien. Et en plus, alors qu'il y a une pancolite, elle est souvent paucisymptomatique. Le patient ne va pas avoir de symptômes digestifs dans tous les cas. Donc c'est vraiment très important, même si le patient ne se plaint pas de symptômes, de faire cette iléocoloscopie complète avec des biopsies systématiques, en cas de normalité macroscopique pour que vous dépistiez la MICI. Donc l'iléocoloscopie complète avec les biopsies systématiques, elle est indiquée dès le diagnostic de CSP. Si vous ne retrouvez pas de MICI à ce moment-là au diagnostic, il faut la refaire tous les 5 ans pour voir si une MICI apparaît plus tard. Et pourquoi il faut savoir s'il y a une MICI à tout prix? Parce que s'il y a une MICI associée à la CSP, elle est caractérisée par un surrisque de cancer colorectal. Donc ça a été bien démontré par la littérature. Vous avez ici le risque cumulé de cancer colorectal chez les patients qui ont une RCH plus CSP, nettement supérieur au risque cumulé de cancer colorectal des patients qui ont seulement la RCH. Et cette méta-analyse de 10 études montre pareil un odds ratio à 5, donc 5 fois plus de chances d'avoir un cancer colorectal quand vous avez CSP plus RCH par rapport à la RCH toute seule, qui a déjà un surrisque de cancer colorectal par rapport à la population générale. Donc si vous avez posé le diagnostic de MICI chez votre patient qui a une CSP, il est recommandé de faire une coloscopie annuelle pour dépister le cancer colorectal. Donc ça paraît assez lourd pour le patient, tous les ans une coloscopie de dépistage, mais c'est vraiment très important. Donc revenons à notre patient. L'iléocoloscopie que vous avez faite retrouve une pancolite sans signe de gravité. Les biopsies sont en faveur d'une rectocolite hémorragique mais sans dysplasie. Tout ça, c'est rassurant. Les tests biologiques hépatiques et l'élastométrie hépatique sont aussi rassurants en faveur d'une CSP débutante. Donc maintenant, à la lumière de tout ça, qu'est-ce que vous allez instaurer comme traitement pour la CSP de votre patient? Réponse 1. Aucun traitement. Réponse 2, acide urso-désoxycholique. Réponse 3, acide obéticolique. Réponse 4, inclusion dans un essai thérapeutique. Donc la majorité, tous traitent le patient par acide urso-désoxycholique et certains proposent une inclusion dans un essai thérapeutique. Donc l'acide urso-désoxycholique, il a été montré comme capable d'améliorer les tests hépatiques au cours de la CSP, notamment la phosphatase alcaline, qui est un marqueur pronostique de cette maladie. Néanmoins, ce traitement n'a pas montré d'efficacité sur la survie des patients atteints de CSP. C'est pour ça qu'il est proposé par les recommandations de l'EASL, mais il n'y a pas de consensus, et notamment dans les recommandations américaines, il n'est pas recommandé. Quand il est proposé, la posologie est de 15 à 20 mg kg par jour, et on propose de le donner dès le diagnostic et au long cours, c'est-à-dire à vie. Pourquoi il n'est pas recommandé par les recommandations américaines? Parce qu'il y a une étude qui a montré un effet délétère de la UDC avec des patients qui avaient une diminution de leur survie sans complications. Mais c'était quand il y avait la UDC qui était employée à très forte dose, vous voyez le double de la dose recommandée ici de 28 à 30 mg par kilo par jour.
Alors, en dehors de la UDC, pour l'instant, il n'y a aucun autre traitement médicamenteux validé qui a l'AMM au cours de la CSP, mais il y a de nombreux essais thérapeutiques en cours, notamment l'acide obéticolique qui figurait parmi les réponses à la question précédente. Il est en cours d'évaluation dans la CSP. Donc, il ne faut pas hésiter à parler aux patients des essais thérapeutiques qui sont en cours, et même s'il est à un stade débutant de sa maladie. Et donc, comme on n'a pas de médicaments, la transplantation hépatique reste une option chez certains patients CSP qui ont une maladie évoluée. Les indications au cours de la CSP de la transplantation hépatique sont la cirrhose décompensée, mais aussi l'ictère persistant, c'est-à-dire une bilirubine qui va rester au-dessus de 80 micromoles par litre pendant plus de 6 mois sans qu'on puisse faire de traitement endoscopique. On va y revenir ensuite. La présence d'angiocolites à répétition. Et puis, dans certains cas vraiment très sélectionnés, le cholangiocarcinome hilaire localisé peut bénéficier d'une transplantation hépatique après avoir inclus le patient dans un protocole vraiment très spécifique, le protocole dit de la Mayo Clinic, où le patient va être traité par radiochimiothérapie, brachythérapie et laparotomie exploratrice. Et donc, malheureusement, très peu de patients vont pouvoir être un candidat à ce traitement. Alors, le traitement endoscopique, en quoi il consiste? On va pouvoir dilater des sténoses biliaires qu'on appelle serrées. Serrées, c'est quand il y a plus de 50% de réduction de la lumière biliaire à la bili-RM. On va les dilater par CPRE. On gonfle un ballonnet et puis on va associer à cette dilatation plus ou moins la pose d'une prothèse. Quand est-ce qu'on fait ce traitement endoscopique? Si la sténose elle est symptomatique, c'est-à-dire qu'elle s'accompagne de l'aggravation de l'enjeu clinique. Si elle s'accompagne de l'aggravation des signes cliniques, comme une angiocolite, un ictère qui apparaît, ou bien si la cholestase se majeure sur le bilan biologique. Mais ce qui est important, c'est que la CPRE, pour le traitement endoscopique, doit toujours être précédée d'une bili-RM qui va faire vraiment la cartographie des différentes lésions biliaires. Et on va discuter des résultats de cette bili-RM en cours d'une concertation pluridisciplinaire, où il y aura au moins les radiologues, les hépatologues et les endoscopistes qui vont faire la CPRE. Parce que le rapport bénéfice-risque de ce traitement doit être évalué au cas par cas. Quand on fait la CPRE, ça doit toujours comporter des prélèvements endobiliaires systématiques, c'est-à-dire un brossage et des biopsies, parce qu'on doit toujours se méfier du cholangiocarcinome qui serait possiblement responsable d'une sténose biliaire serrée. Et dès qu'on a la suspicion de cholangiocarcinome, même si on n'a pas tous les critères ici décrits, l'aggravation des signes cliniques, tout ça, on ne doit pas hésiter à réaliser une CPRE avec des prélèvements. Alors voilà une illustration du traitement endoscopique. Vous avez ici des images de scopie. Donc là, c'est le duodénoscope, le cathéter qui va dans la voie biliaire principale, qui opacifie les voies biliaires, avec ici la sténose. Cette sténose, elle est dilatée au ballonnet, et puis on pose en place une prothèse plastique que vous voyez ici sous scopie et que vous voyez ici en endoscopie transpapillaire. Donc pour conclure, les points forts sur cette présentation. Le diagnostic de CSP repose sur l'association d'une cholestase chronique, de lésions typiques sur la bili-RM et l'absence d'argument pour une cholangite sclérosante secondaire. La biopsie hépatique n'est pas nécessaire au diagnostic. Elle est indiquée seulement en cas de suspicion d'hépatite auto-immune ou si la bili-RM est normale. Une iléocoloscopie avec des biopsies systématiques est indiquée au diagnostic de CSP pour rechercher une MICI associée. Le patient qui est atteint de CSP et qui a une MICI a un surrisque de cancer colorectal justifiant d'une coloscopie de dépistage annuelle. Et le traitement de la CSP repose sur la UDC et la transplantation hépatique. De nombreux essais thérapeutiques sont en cours. La CPRE est indiquée en cas de sténose biliaire serrée symptomatique ou de suspicion de cholangiocarcinome après concertation pluridisciplinaire. Merci de votre attention.